Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le recteur, Madame l'inspectrice générale, Madame la présidente, Monsieur le directeur, chers amis, chers collègues, c'est un bien grand honneur que vous faites à un béotien du numérique, de lui confier la responsabilité d'introduire vos travaux. Alors je vais le faire en chercheur, je vais le faire aussi en essayant de dégager ces différentes dimensions qui ont été évoquées par Monsieur le recteur autour de la citoyenneté et qui viennent d'être évoquées par Madame l'inspectrice générale autour de la construction de l'école. J'avais proposé comme titre, il y a déjà quelque temps, Apprendre avec le numérique, et puis en préparant ces jours derniers cette conférence, un nouveau titre m'est venu, que je trouve plus adapté finalement à ce que j'avais envie de vous dire. Ce serait pour que le numérique fasse école. Fasse école avec un E majuscule, c'est-à-dire ne fasse pas simplement école dans le sens où il ferait des disciples, mais fasse école au sens où il structure et il contribue à structurer la mission même de l'école. Et c'est cela que je vais essayer d'explorer avec vous un petit peu ce matin. En introduction, je vais vous proposer un petit voyage en parole et en images du Moyen-Âge de l'école au Moyen-Âge du numérique. Alors, vous avez observé que je ne parle pas de la préhistoire du numérique, vous en êtes tous sortis. Nous sommes à peu près au Moyen-Âge du numérique, ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes probablement à un moment charnière dans son utilisation par le système éducatif. Proposer un petit voyage parce qu'il me semble très illustratif des enjeux contemporains et qu'on a toujours à apprendre de l'histoire pour penser le présent. L'émergence de l'école, qui est, selon l'historien Philippe Ariès, le corollaire de l'émergence de la famille et qui intervient dans la deuxième partie du Moyen-Âge pour se structurer cette école progressivement à partir du XIVe, XVe et XVIe siècle, l'émergence de l'école et celle de la famille sont, dit Philippe Ariès, liées au souci qu'ont les adultes de prendre soin de leurs enfants et d'en contrôler le développement. Vous savez qu'au Moyen-Âge, dès que l'enfant était sevré, il était livré au tissu social de l'époque, à la société, qu'il se promenait dans les champs et qu'il subsistait le plus souvent par ses propres moyens. On avait donc des hordes d'enfants qui battaient la campagne avec des phénomènes historiques tout à fait étranges et méconnus comme les croisades d'enfants, cette fameuse croisade qui traversa l'Europe entière en partant d'Amiens, je crois, pour arriver au pied des Alpes, pour traverser les Alpes en perdant des milliers d'enfants mangés par les loups et tués par le froid, avant d'arriver à Gênes où ces enfants ont été vendus comme esclaves alors qu'ils croyaient ensemble arriver dans le pays merveilleux où ils allaient être heureux. Cette croisade des enfants a beaucoup marqué, ces croisades des enfants, il y en a eu plusieurs, notamment en Allemagne, ont beaucoup marqué l'imaginaire collectif et certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce fameux conte extrêmement connu du joueur de flûte d'Hamelin. Ce conte est né après les croisades des enfants et il raconte cette histoire d'une ville envahie par les rats, que le joueur de flûte réussit à débarrasser de ces rats. Mais les habitants de la ville ne payent pas leurs dettes, alors le joueur de flûte revient et vient jouer de la flûte pour entraîner les enfants, alors selon les versions, dans un gouffre ou dans un torrent ou dans une rivière ou dans un lac. Toutes les versions du joueur de flûte retrouvent la même idée, la même structure. C'est parce que les adultes ne payent pas leurs dettes, parce que les adultes ne sont pas à la hauteur de leurs engagements, qu'on vient leur voler leurs enfants. Et il y a là quelque chose d'essentiel qui va travailler l'imaginaire collectif occidental, au point que, pour que les adultes tiennent leurs engagements, on va se mettre à créer des institutions. Les institutions scolaires, qui apparaissent dès le Moyen-Âge et qui sont à l'époque, vous en voyez ici une représentation assez classique, qui sont à l'époque une grande pagaille. Ça se passe dans une grange, il se passe énormément de choses,
Il y a en général beaucoup plus de monde que sur la gravure que vous voyez là. Il y a des gens qui s'affairent à des tas d'activités. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui travaillent. Et puis il y a un maître qui, muni de quelques connaissances, parle aux élèves, comme il le peut, de ce qui lui tient à cœur. Alors dans cette école, ce qu'on appelait les maîtres urbains, dont le plus célèbre a été Abélard, dans cette école, parfois, il existe des cours particuliers, c'est que des familles viennent donner une petite obole au maître d'école pour qu'il fasse venir auprès de lui un ou deux élèves à qui il enseigne de manière personnelle. Ce modèle de l'école moyenâgeuse va se prolonger finalement assez longtemps et il va exister encore pratiquement toujours au début du XIXe siècle. Les choses vont se jouer au début du XIXe siècle. Elles vont se jouer avant Jules Ferry, elles vont se jouer à partir de 1830, au moment du retour de Louis-Philippe au pouvoir, et particulièrement au moment de 1832, à l'arrivée de Guizot comme ministre de l'Instruction publique. Alors Guizot n'est pas un républicain, c'est surtout pas un démocrate d'ailleurs, il est farouchement hostile à la démocratie, il veut une monarchie étroitement contrôlée par un petit nombre de bourgeois, selon son expression lui-même. Et Guizot se trouve, quand il devient ministre de l'Instruction publique en 1832, 1833, 32-33, se trouve devant trois modèles scolaires qui sont là présents sous ses yeux. Alors il y a le modèle qui est issu du Moyen-Âge, c'est le modèle dans lequel le maître fait venir un ou deux élèves auprès de son banc pour leur enseigner pendant que les autres font autre chose. Ce modèle est extrêmement coûteux, on perd beaucoup de temps et il est pratiquement en train de tomber en désuétude. Guizot le laisse tomber. Mais il existe deux autres modèles à l'époque. Il existe un modèle qu'on appelle le modèle simultané, qui a été imaginé par Jean-Baptiste de La Salle au moment où il a fondé les écoles dites des frères des écoles chrétiennes. Ce modèle de l'enseignement simultané est basé sur un principe qui n'est pas un principe éternel, qui est un principe que Jean-Baptiste de La Salle invente, construit, le principe d'une classe de 20, 30 à 40 élèves qui sont à peu près du même âge, qui ont à peu près le même niveau et qui font la même chose en même temps sous le regard du maître qui les surveille. Jean-Baptiste de La Salle avait d'ailleurs défriché largement le terrain puisqu'il avait expliqué que dans toutes les écoles, il fallait au moins 3 classes pour construire une progression en 3 niveaux, et il avait construit même des programmes pour illustrer cette progression en 3 niveaux. Ce modèle simultané est soutenu à l'époque essentiellement, évidemment, par l'Église catholique et les conservateurs. À côté de cela, a émergé, et ça commence à prendre de l'ampleur en France, un autre modèle, qui est le modèle mutuel. Alors ce modèle mutuel a existé un tout petit peu dans quelques coins de la France, dans quelques toutes petites institutions religieuses, mais sa structuration nous vient essentiellement d'Angleterre, où un pédagogue qui s'appelle Lancaster l'a formalisé. Alors qu'est-ce que c'est que l'école mutuelle ? L'école mutuelle, c'est d'abord des classes beaucoup plus grandes, 70, 80, 90, voire 100 à 120 élèves. Classes beaucoup plus grandes qui scolarisent des enfants de 5 à 15 ans. Donc d'âge extrêmement hétérogène, de niveau extrêmement hétérogène. Comment ? Eh bien par un système d'entraide et de monitorat systématique. L'enseignant fait venir quelques moniteurs à qui il explique le matin comment ils devront faire travailler les autres. L'enseignant ensuite organise alternativement des groupes où les moniteurs expliquent, puis des groupes où les enfants s'exercent à travailler, puis des groupes où ils vont entendre un certain nombre de consignes collectives. Il alterne tout ça, il n'a pas le regard sur tout ce qui se passe dans la classe, il est l'organisateur de l'apprentissage qui se déroule sous ses yeux. Ce modèle de l'enseignement mutuel est alors très intéressant parce qu'il utilise
ce qu'on pourrait appeler les premiers outils pédagogiques un peu systématisés. C'est dans l'enseignement mutuel qu'on voit apparaître les premières planches avec les oiseaux, les insectes, la géographie, etc. C'est dans l'enseignement mutuel qu'on voit apparaître les premiers livres. Et c'est dans l'enseignement mutuel qu'on voit apparaître les premiers écrans. Ces premiers écrans, c'est bien évidemment l'outil pédagogique majeur, ancêtre du numérique, c'est l'ardoise. L'ardoise qui va provoquer une véritable révolution dans l'enseignement mutuel en permettant aux enfants d'écrire, alors qu'auparavant ils ne faisaient que se mémoriser les choses, en permettant aux enfants de montrer ce qu'ils ont fait, en permettant aux enfants de corriger leurs erreurs sur l'ardoise pour améliorer leur performance. Voilà quand même un atout formidable pour l'ardoise et des acquis qui ne sont pas encore complètement assimilés et dont on devrait bien se demander s'il ne faudrait pas les réintroduire de temps en temps dans les classes. Alors, par qui est soutenu l'enseignement mutuel? Eh bien, par les protestants essentiellement et, on va dire, le courant progressiste des intellectuels. Pourquoi les protestants? Je vais faire un petit excursus théologico-historique parce qu'il vous concerne directement. Les modèles pédagogiques français ont toujours été, européens même, ont toujours été un peu clivés entre le modèle catholique et le modèle protestant. Pour faire gros, je vais dire les choses vraiment très simplement, dans le catholicisme, l'outil majeur c'est le missel, dans le protestantisme, l'outil majeur c'est la Bible. Et il y a une grande différence entre le missel et la Bible. Le missel est un manuel. C'est un ensemble de textes choisis par le clerc qui sait et explique ce que les autres doivent lire et comment ils doivent le comprendre. La Bible, chez les protestants, c'est ce à quoi le fidèle doit se confronter directement, dans un face-à-face qui lui permet progressivement de s'approprier le contenu de ce qu'il y a dans la Bible et d'en parler avec les autres fidèles. Au moment de l'abolition de l'édit de Nantes, la meilleure manière qu'avaient les dragons qui fonçaient sur les provinces françaises de repérer les protestants hérétiques était de prouver qu'ils étaient en possession de la Bible. Et dès qu'ils étaient en possession de la Bible et qu'on les trouvait en possession de la Bible, eh bien, ils étaient pourchassés impitoyablement. Alors, les dragons ne savaient pas lire, mais on leur avait montré comment ça se faisait, comment c'était une Bible, et particulièrement la première page. Ce qui fait qu'un certain nombre de protestants ont pu sauver leur vie en arrachant la première page de la Bible. Mais les dragons ont fini par comprendre qu'il y avait une page 2, une page 3, etc. Et beaucoup de protestants, pour avoir été trouvés en possession de la Bible, ont été impitoyablement pourchassés. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie à deux conceptions fondamentales du rapport au savoir. Une conception entièrement médiatisée par la parole du maître, qui sait ce que les autres doivent apprendre, comment ils doivent l'apprendre, quand ils doivent l'apprendre, et qui filtre les informations, et une conception du face-à-face avec un document et de la formation de la personne à la consultation de ce document. On peut d'ailleurs trouver, si on compare les universités françaises, anglaises et allemandes, par exemple, une illustration de cet héritage catholique ou protestant. En France, on suit des cours, et si on ne comprend pas ce que dit le professeur, on va ensuite chercher l'explication dans un livre. En Angleterre, on lit des livres, et si on ne comprend pas ce qu'il y a dans le livre, on va voir le professeur dans son bureau pour qu'il puisse vous expliquer ce que vous n'avez pas compris dans le livre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les bibliothèques des universités de tradition protestante sont beaucoup plus étoffées. Il n'y a eu ni Lostat ni Imprimatur, et elles sont la plupart du temps en total libre accès aux étudiants. Je suis assez loin du numérique, là, quoique vous me voyez venir peut-être un peu quand même. Hein. Donc, la tradition catholique est celle d'une sorte de verticalité. La tradition protestante est celle d'un contact direct avec le texte,
avec la présence d'un clerc qui n'est pas là pour choisir le texte à la place des autres, mais pour guider l'autre dans son choix du texte et l'aider à réfléchir dessus. Guizot se trouve donc, dans les années 1933-1934, devant une grande querelle, encore plus violente que certaines querelles éducatives aujourd'hui, qu'on a appelée la querelle des modèles. Il a en face de lui des écoles qui pratiquent le modèle simultané et des écoles qui pratiquent le modèle mutuel. Il hésite beaucoup parce que Guizot est l'auteur du fameux slogan, vous le connaissez, enrichissez-vous. Il est donc très près de ses sous et il imagine que le modèle mutuel, comme on scolarise 80 à 100 personnes avec un seul maître, parfois deux, mais enfin c'est plus économique que le modèle simultané. Et pourtant, il impose le modèle simultané et éradique en l'espace de 2 à 3 ans la totalité de l'enseignement mutuel en France. Il impose le modèle simultané parce que c'est pour lui la garantie d'un contrôle absolu par l'élève, par le maître, de l'ensemble des activités des élèves. C'est l'affirmation qu'on doit former les élèves dans cette perspective d'une homogénéité systématique, y compris dans leur démarche d'apprentissage. Et il crée en même temps, parce que c'est lui qui crée cela, les corps d'inspection. Oui, ce n'est pas une création de la République, c'est une création de Louis-Philippe et de Guizot. Il crée aussi le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui s'appelait alors le Moniteur, c'est-à-dire tout un système vertical, pyramidal, hiérarchique, qui est censé contrôler l'école depuis le haut, et faire en sorte que ce qui se dit dans le cabinet du ministre s'écrive sur le cahier de l'élève. Cette fascination pour le modèle de la classe frontale, pour le modèle de la classe homogène, pour le modèle simultané, va être progressivement transformée en un certain nombre d'interdits. Par exemple, à partir du moment où c'est le modèle simultané qui l'emporte, toute communication entre les élèves est considérée comme un complot contre le maître. À partir du moment où c'est le modèle simultané qui l'emporte, l'activité essentielle à l'école et dans l'école, c'est d'écouter. Ça n'est plus de travailler. À partir du moment où c'est le modèle mutuel qui l'emporte, l'entraide entre élèves est considérée comme du parasitisme et un moyen d'empêcher ceux qui réussiraient mieux de gagner des échelons dans ces critères de réussite. Et ainsi, on voit ce modèle s'imposer progressivement. C'est le modèle que prendra Jules Ferry en le laïcisant, bien évidemment, ce qui est un acte politique absolument majeur, en le rendant gratuit et obligatoire, mais sans toucher à ce que nous autres chercheurs nous appelons la forme scolaire, c'est-à-dire la classe. J'attire votre attention sur ce fait qui est relativement ignoré de l'opinion publique, c'est qu'il n'y a aucun Dieu dans aucun ciel qui a écrit que pour enseigner et apprendre, il fallait regrouper des gens par groupe de 25 à 30, avec des modules d'1 heure et qui fassent tous la même chose en même temps parce qu'ils ont le même âge et le même niveau. Cette conception-là est une conception historique qui est née à un moment, qui a émergé à un moment, qui a été reprise par Jules Ferry à un moment historique crucial où la construction de l'État se confondait avec la construction de l'école. On peut imaginer qu'elle a été utile, mais on peut aussi l'interroger, et interroger en particulier la pertinence de sa reproduction ad aeternam. La classe n'est pas une essence éternelle et immuable, comme dirait Descartes, c'est une construction historique qui a correspondu à un moment donné et que nous avons imposée en faisant oublier le modèle mutuel qui était porteur d'autres pratiques et aussi d'autres valeurs. Alors, le modèle mutuel, vous en avez un exemple ici, c'est un exemple historique extrêmement célèbre, c'est la classe de Pestalozzi à Stans. Stans est une ville dévastée par les armées du Directoire,
Pestalozzi est un pédagogue sympathisant de la République française, citoyen d'honneur de la République française. Pestalozzi va enseigner dans ce qu'on pourrait considérer comme la première ZEP au monde, c'est-à-dire à des gamins entièrement démunis, dont on a assassiné les pères, violé les mères, qui sont sans ressources. Il s'installe dans le seul édifice qui tient debout encore dans cette ville de Stans, qui est une vieille église, et là il fait la classe. Et nous sommes devant une situation étonnamment moderne. Pestalozzi est au centre et vous ne voyez peut-être pas bien, mais il explique à 3 jeunes filles qui n'ont pas le même âge, vous voyez qu'elles n'ont pas le même âge, un certain nombre de choses, et ce n'est pas de la couture. Nous sommes pourtant en 1799, c'est de l'architecture. Les jeunes filles apprennent l'architecture. Vous voyez qu'au bas, au pied de Pestalozzi, une jeune fille apprend à lire à 2 autres. Vous voyez un garçon qui, lui, écrit sur le bord de la fenêtre, alors qu'un autre dort tranquillement à ses pieds. Vous voyez quelques garçons ici, on ne sait pas s'ils jouent ou s'ils travaillent, on voit que déjà ils sont plus dissipés que les filles, hein. Et ces garçons-là se demandent ce qu'ils vont faire, il y en a un qui vient chercher l'autre, vous voyez, et puis ils vont peut-être aller derrière, se battre ou jouer à des jeux qui leur permettront d'apprendre un certain nombre de choses, peut-être, sait-on jamais. On a là une classe d'enseignement mutuel traditionnel, non pas que le maître en soit absent, il est au cœur du dispositif, mais il y a une multitude d'activités des élèves que le maître a organisées. Et entre ce modèle-là et celui-là, vous voyez bien évidemment l'extraordinaire différence. Mais c'est celui-là qui s'est imposé, ce n'est pas le précédent. Alors vous me direz, il s'est imposé, oui, il s'est imposé. Il s'est même imposé dans des lieux étranges et curieux. Vous le voyez ici dans les prisons, c'est le même modèle. Vous me direz, c'est un peu vieux, tout ça, c'est des gravures de l'ancien temps ou des photographies totalement obsolètes. Oui, mais ce modèle a grandi, vous voyez, au point de devenir celui-ci. Ces centaines de gens qui font à peu près la même chose en même temps. Et ce modèle, il est devenu quasiment la matrice de nos réflexions sur l'école, au point qu'en 1890 à peu près, on trouve cette gravure qui présente non pas la vision de ce que doit être l'enseignement avec le numérique, hein, vous le voyez très bien, mais ce que pourrait représenter le modèle simultané utilisé avec le numérique. Alors vous voyez, la gravure précise que ça doit se passer en l'an 2000 et on voit chacun des élèves avec un casque et puis un élève, probablement une ATSEM peut-être, je ne sais pas, qui tourne la manivelle du professeur Lunetet qui lui met les savoirs dans le grand entonnoir. Ça, c'est la représentation du modèle simultané revisité par la préhistoire du numérique. Hein, mais c'est le modèle simultané. Alors, je voudrais revenir avec vous un petit peu maintenant sur ce modèle simultané et la montée en puissance avec ce modèle simultané de quelque chose de très important qui est l'externalisation du travail de l'élève. Je vous l'ai dit, la caractéristique du modèle simultané, c'est qu'on écoute, on ne travaille pas, on travaille après, on travaille ailleurs, on travaille avec d'autres, avec des précepteurs, etc., etc. Et en réalité, c'est bien là le principal défaut du mythe de la classe homogène. Comme elle ne peut pas être réellement homogène, elle ne peut pas faire travailler concrètement les élèves et les mettre chacun au travail, puisque cette homogénéité est illusoire. Alors elle crée des dispositifs de détection-dérivation. On les crée très tôt, ces dispositifs de détection-dérivation. Et on va les créer d'autant plus depuis une vingtaine d'années. Nous sommes devant la montée en puissance extraordinaire des dispositifs de détection-dérivation. Il y en a une quantité pas possible. Il y a quelques années, un certain nombre d'enseignants du premier degré me disaient, on se demande si on n'est pas en classe simplement pour évaluer si les élèves ne seraient pas mieux ailleurs. Hein? Et effectivement, nous ne cessons, parce que nous maintenons l'hégémonie de la classe homogène, l'hégémonie du modèle simultané, nous ne cessons d'aller faire travailler les élèves à l'extérieur de l'école. Alors, c'est du soutien, c'est de l'aide individualisée, c'est de l'aide aux devoirs, puis ça continue.
hein, on les envoie ensuite dans des officines privées qui spéculent honteusement sur l'angoisse des familles, puis on les envoie encore plus loin, avec des cours privés par Internet qui seront bientôt pilotés par des plateformes d'accès numérique installées sur les îles Caïmans pour être défiscalisées. Et puis on va encore plus loin, les difficultés d'apprentissage, on les médicalise systématiquement en expliquant que les élèves sont malades, leurs parents éventuellement aussi, dépressifs ou surexcités, etc., etc. Et que donc ça relève du psychiatre, peut-être même dans certains cas du juge d'instruction. Tout ça se traite à l'extérieur de la classe, on externalise. La classe homogène, parce qu'elle est une illusion, externalise le traitement du travail de l'élève et de sa difficulté et finit par fonctionner comme une centrifugeuse. Qu'est-ce que c'est qu'une centrifugeuse? C'est quelque chose qui tourne et qu'est-ce qu'elle fait en tournant? Elle envoie à l'extérieur tout ce qui la gêne, tout ce qui empêche qu'elle tourne plus vite. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de la centrifugeuse? En termes de physique même, il y a une dépression. Donc il ne faut pas s'étonner que les enseignants soient dépressifs, puisqu'ils sont dans une centrifugeuse au cœur même de la dépression et qu'on externalise de plus en plus à l'extérieur le travail de l'élève. Eh bien, je crois, mesdames, messieurs, chers amis, qu'une nouvelle forme scolaire se cherche aujourd'hui et que le numérique, pour lequel vous travaillez et avec lequel vous travaillez, peut contribuer à son invention. Je crois que vous pouvez non pas reconstituer artificiellement le modèle simultané qui a été banni de l'histoire de France dans les années 1830, mais je crois que vous pouvez inventer des formes scolaires nouvelles, des formes scolaires qui réinvestissent un certain nombre de valeurs, qui réinvestissent le projet républicain à la lumière des outils que vous maîtrisez et que vous pouvez utiliser. Alors bien sûr, tout ceci suppose un certain nombre de conditions, à condition que cette forme scolaire que vous êtes en train de créer se structure, je le disais, autour des valeurs fondatrices de l'école. Première valeur fondatrice de l'école, ce que j'appelle le sursis à la pulsion. Vous le savez, ceux qui, parmi vous, ont encore des classes, savent à quel point les élèves sont aujourd'hui dans un fonctionnement pulsionnel, dans l'idée permanente qu'il faut avoir satisfaction tout de suite et dans l'immédiat, et que la temporalité, c'est toujours une manière de renoncer. Je suis, pour ma part, très préoccupé de la montée chez nos élèves des comportements que les pédopsychiatres appellent le passage à l'acte. Ces comportements qui sont en fait, en réalité, une sorte de caprice systématisé. Le caprice, c'est l'infantile. C'est la pulsion qui domine, c'est le tout de suite. Je veux, je fais mon caprice, et si j'ai pas, je fais monter les enchères en expliquant aux adultes que s'ils ne me donnent pas ce que je veux, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Or, comme les adultes veulent que je les aime, je vais toujours finir par avoir ce que je veux. Nous sommes devant une sorte d'instrumentalisation de l'infantile par la machinerie commerciale et publicitaire qui fait de l'élève une sorte d'être en permanence dans la pulsion et souvent en grande difficulté pour accéder à ce qui est le contraire de la pulsion, c'est-à-dire le désir. Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion? Une pulsion, c'est ce qui, quand elle est réalisée, permet de revenir à l'électroencéphalogramme plat. Pulsion, réalisation, retour au calme. Qu'est-ce que c'est qu'un désir? Comme le disait le poète René Char, quand il disait « le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir », le désir, c'est ce qui demeure après sa réalisation. C'est pour ça que le désir d'apprendre n'est pas aboli par la connaissance, qu'il est au contraire avivé par la connaissance. C'est pour ça que le désir de la présence de l'être aimé n'est pas aboli par la présence de l'être aimé, qui au contraire nous donne à imaginer tout ce qu'elle peut encore ou qu'il peut encore nous apporter. Il y a là quelque chose d'absolument fondamental
qui est de retrouver avec une partie de nos élèves qui l'ont oublié ou qui ne l'ont jamais découvert, ce en quoi le désir est essentiel. Et pour moi, le désir, il impose une attitude pédagogique fondamentale sur laquelle je reviendrai, qui est le sursis. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre d'un pédagogue que j'estime énormément, qui est un homme remarquable entre tous, Janusz Korczak, qui a beaucoup parlé du sursis et de la contrainte féconde. Quand, par exemple, il dit à ses élèves, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous bagarrer, taper sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, parce qu'il voit que ses élèves sont en train de se bagarrer en permanence, mais à une condition, c'est de les prévenir par écrit 24 heures à l'avance. Il pose un acte pédagogique absolument fondamental, il donne une chance au dialogue et à la pensée. Il donne une chance au dialogue et à la pensée. Il desserre les mâchoires entre la pulsion et l'acte. Nous avons besoin de desserrer les mâchoires entre la pulsion et l'acte. C'est cela l'éducation. C'est cela la sortie de l'infantile et la sortie du caprice. Desserrer les mâchoires entre la pulsion et l'acte. Les pulsions ne sont pas interdites, même les pires. Il n'est pas interdit d'avoir des pulsions de meurtre. Au contraire, c'est fortement encouragé par la psychanalyse. Si vous n'avez pas de pulsion de meurtre, c'est que probablement vous avez des problèmes. Enfin, il ne faut pas trop vous inquiéter non plus quand même. Mais entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il y a une vraie différence. La pulsion de meurtre est autorisée, le meurtre est interdit. Donc entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il faut quelque chose. Alors appelez-le comme vous voulez, la conscience, l'âme, la raison, le jugement, la pensée, peu m'importe, disons une boîte noire et disons tout simplement du temps pour penser. Or, ce temps pour penser, il ne peut advenir que si, et c'est le rôle de l'adulte dans sa figure tutélaire, que si on le donne à l'enfant. L'enfant a besoin d'une chose, l'adolescent a besoin d'une chose, c'est du temps pour penser. Du temps. Du temps pour surseoir à la pulsion, réfléchir et se nourrir de culture. Alors oui, on peut s'inquiéter de certains usages du numérique. Je ne vais pas aller très loin là-dedans, mais les citer simplement. On peut s'inquiéter que le numérique provoque une montée de l'inattention. En réalité, c'est plutôt une alternance de temps de surattention. Avec le joystick entre les mains, le monde peut s'effondrer. De toute façon, il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus rien. On est dans la surattention. Avec des temps de sous-attention, où on est en situation flottante et où on entend des bribes que l'on ne recolle pas entre elles. On peut s'inquiéter, et je le vis pour ma part au quotidien quasiment quand je vais dans les classes ou quand moi-même je prends des groupes de formation, de l'oscillation permanente entre l'excitation et l'apathie. On peut s'inquiéter de la difficulté d'accès de nos élèves au suivi linéaire et la fascination qu'ils ont devant la surenchère des effets. Les effets qui doivent se renouveler le plus vite possible et qui aboutissent à une brièveté de plus en plus grande. Le plan séquence d'1h30 de lecture pour tous est bien loin derrière nous. On peut s'inquiéter de la distorsion du rapport au réel et d'une sorte de virtualisation du réel. On le sait par exemple, on sait que l'usage systématique des réseaux sociaux rend parfois, pas chez tous, mais parfois la rencontre avec l'autre en chair et en os, plus difficile, plus compliquée, au point que certains travaux japonais montrent que l'addiction aux réseaux sociaux est parfois corollaire dans des cas pathologiques de l'addiction à l'alcool et à la drogue, parce qu'ils ont besoin, pour rencontrer les personnes de chair et d'os, de ce support supplémentaire qui leur permet d'affronter la peur et l'angoisse de l'altérité et de la véritable rencontre. Et puis, bien sûr, avec cette dissolution de l'altérité, il y a une véritable dissolution de l'empathie, une difficulté de percevoir l'autre comme un autre soi-même et soi-même comme un autre. Une enquête effectuée l'an dernier par des collègues de Clermont-Ferrand sur le cyberharcèlement montre que le harcèlement par les réseaux sociaux autorise et permet bien plus de choses que le harcèlement réel, parce que l'autre étant en quelque sorte virtualisé,
on peut lui dire des choses qui font beaucoup plus mal, qui sont beaucoup plus humiliantes et qui l'enferment beaucoup plus que quand il est en face de nous et que sa réaction par empathie nous affecte parce qu'elle l'affecte. Alors oui, il y a aujourd'hui une nécessité absolue de former nos élèves à ce sursis. Il y a une nécessité absolue dans ce sursis-là. On ne sursoit pas simplement pour le plaisir de sursoir, on sursoit parce que ça permet de penser et que ça permet de se nourrir de culture. Vous savez, en psychologie, en vulgate psychologique, on est passé par des étapes différentes. On a eu l'étape où on disait qu'il faut toujours dire oui à l'enfant. Bon, on croyait faire ce que disait Françoise Dolto. En fait, elle n'avait pas du tout dit ça, hein. Mais il ne fallait pas le frustrer. Alors aujourd'hui, régulièrement, vous avez des gens qui vous disent « non, il faut toujours dire non ». Ben, toujours dire oui ou toujours dire non, c'est toujours aussi absurde. La bonne réponse, c'est ni oui ni non. C'est oui peut-être, mais non pas encore. Ce qui est tout à fait différent. C'est la seule attitude éducative. Oui peut-être, mais non pas encore, on y réfléchit, on y travaille, on va voir des gens, on s'informe, on regarde, on en parle avec d'autres en qui on a confiance, on va chercher des œuvres de culture qui vont nourrir notre imagination, et ainsi de suite. C'est évidemment un fondement de l'éducation. Et puis, cela permet d'accéder, ça a été évoqué par Madame l'inspectrice générale tout à l'heure, à la liberté de penser. Qu'est-ce que les Lumières, disait Kant, sapere aude, ose penser par toi-même. Oser penser par soi-même. Sortir de l'emprise du groupe fusionnel. Et cette question de l'emprise des groupes fusionnels qui confère à l'adolescent à la fois sécurité et appartenance est absolument déterminante. J'ai pas le temps, parce que vous avez remarqué, je suis toujours à l'introduction. J'ai pas le temps, mais je pourrais développer cette idée et me demander comment ça se fait que des jeunes s'engagent dans des groupes fusionnels. Alors parfois, c'est pas grave, c'est autour d'un totem musical ou d'une marque de chaussures. Parfois, c'est autour d'idéologies ravageuses, particulièrement mortifères. Comment expliquer qu'ils s'engagent et qu'ils aliènent leur liberté complètement à ces groupes-là, au point de ne plus s'appartenir eux-mêmes? Comment l'expliquer? Eh bien, il faut l'expliquer en disant, entre autres, c'est parce que nos institutions sociales, et l'institution scolaire en particulier, n'a pas su leur donner ce qu'ils cherchent dans ces groupes, c'est-à-dire une identité et une sécurité. Ils cherchent là une identité, une sécurité, et parce que nous n'avons pas donné à ces jeunes-là une identité, une sécurité, ils vont la chercher ailleurs. Et ils payent au prix fort l'identité et la sécurité. Ils le payent en sacrifiant leur liberté. Or, l'école de la République doit donner une identité, doit donner une sécurité, mais c'est ce qui fait sa grandeur, ne doit pas sacrifier la liberté. Et c'est parce que nous réussirons à créer des collectifs qui donnent une identité, qui donnent une sécurité, sans sacrifier sa liberté, qu'on aura vraiment fait école et qu'on pourra concurrencer les phénomènes d'emprise sur les adolescents qui existent à côté. Et puis, bien sûr, l'école, à côté de tout cela, et c'est là le quatrième point sur lequel je voudrais insister, doit permettre à chacun de s'inscrire dans un sujet collectif, dans un collectif apprenant, où il va faire ensemble avec les autres société. Faire société, c'est pas se regrouper parce qu'on s'aime. Les classes dans nos écoles, avec tous les défauts qu'elles ont et que j'ai expliqué tout à l'heure, ont quand même un mérite. C'est qu'elles sont, avec les transports en commun et les jurys d'assises, à peu près les deux seuls lieux où les gens ne se choisissent pas. Bon. Ils viennent, ils sont là de manière aléatoire. Et ils doivent apprendre à faire société. Et c'est une vertu de l'école qu'on ne se choisisse pas. Qu'on apprenne à apprendre ensemble parce qu'on a un projet commun et qu'on fait société. J'ai fini mon introduction. Alors je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet que je vais évidemment non pas traiter parce que le temps m'est compté, que j'ai déjà dépassé l'horaire, mais que je vais effleurer et vous donner envie d'approfondir après par vous-même si cela vous intéresse. À partir de cela, et pour interroger directement les usages du numérique, 2 ou 3 choses que les usagers du numérique peuvent savoir et, à mon avis, doivent savoir sur l'apprentissage pour les aider
à réguler leur inventivité. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'inventivité, mais pour que leur inventivité soit vraiment au service des valeurs que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que cette inventivité fasse école. Mais fasse école au sens où elle fabrique de l'école. Hein. Alors, j'avais 3 chapitres dans cette partie sur ce que c'est apprendre, sur ce qu'apprendre mobilise et sur ce qu'apprendre mobilise dès lors qu'apprendre, c'est aussi et simultanément s'émanciper. Je vais aller vite. Et tout de suite vous projetez un schéma assez classique qui en fait ne fait que reprendre des choses qui traînent dans à peu près tous les livres de psychologie et de pédagogie sur ce que c'est qu'apprendre. Apprendre, c'est 3 choses. D'abord, avoir un projet. Un projet qui permet de prendre de l'information dans son environnement. Apprendre, c'est chercher. C'est pas trouver, c'est chercher. On trouve si on cherche. Si vous apprenez quelque chose de ce que je dis, c'est parce que vous êtes à l'écoute et que vous cherchez dans mon propos des choses qui font écho à ce que vous vivez. Vous pourriez diriger votre esprit vers autre chose et chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans la salle, est en train de faire son courrier sur son smartphone, ou chercher s'il n'y a pas un moyen de m'arrêter pour aller plus vite, aller au réfectoire. Donc, vous pourriez chercher autre chose. Si vous cherchiez autre chose, vous trouveriez autre chose. Parce que vous n'apprenez toujours que ce que vous cherchez. C'est pour ça que recevoir de l'information, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est de chercher de l'information. Et c'est quand on la cherche qu'on la trouve. Moi, je me souviens toujours de ce vieux professeur de mathématiques en début de carrière qui me disait « J'ai toujours été chahuté, mais là, je vais partir en retraite et je viens de trouver la solution pour ne pas être chahuté. » Alors, je lui disais « Donnez-moi la recette, parce que ça peut servir pour les collègues. » Il me disait « Ben oui, je donne le sujet du contrôle, non pas après le cours, mais avant. » Comme ça, ils écoutent le cours en cherchant ce qui leur sera utile pour répondre au contrôle. Je leur dis, mais vous avez tout compris. Et je comprends tout, parce que c'est comme ça qu'on marche tous. On cherche et on va chercher dans ce qui nous est donné de quoi résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Donc le projet est évidemment prioritaire. C'est la mise en recherche qui est prioritaire dans l'apprentissage. C'est l'élément numéro 1. Le deuxième élément, c'est ce que nous appelons dans notre jargon, les invariances structurelles, c'est-à-dire les opérations mentales. Les opérations mentales, ce qui se passe dans la tête d'un élève quand il apprend. Et je voudrais vous lire, parce que c'est intéressant quand même, d'abord c'est un très vieux livre, alors je suis content de vous le montrer pour montrer que même aux boussoles de l'informatique, on a des vieux livres encore, vous voyez, couverts comme à l'ancien temps. Simplement pour répondre à ceux qui disent l'informatique, c'est l'abolition de la culture et tutti quanti, vous connaissez très bien. C'est un livre de Ebli, qui est un disciple de Piaget, qui définit l'apprentissage. Il dit « Tout apprentissage suppose 2 termes, d'une part un sujet et d'autre part un objet que celui-ci soumet ou assimile. Il l'assimile grâce à des schémas d'activité. De tels schémas sont saisir, couper, explorer, transposer, sérier, classer, compter, additionner, tirer des racines. » Il continue, il y a une pleine page de verbes de ce type. Pourquoi il est important d'avoir un travail avec ces verbes? C'est parce qu'il nous permet de savoir non pas ce que l'élève doit apprendre, mais ce que l'élève doit faire dans sa tête pour apprendre. Et là, vous avez avec le numérique un outil fabuleux, y compris un outil heuristique pour vous. Parce que quand vous concevez quelque chose avec le numérique, vous êtes obligé de passer, non pas par ce qu'il doit apprendre, mais ce qu'il doit faire dans sa tête pour apprendre. C'est comme ça que vous construisez. Et c'est comme ça que vous faites progresser, y compris, ça a été dit tout à l'heure, les recherches en psychologie et en apprentissage. Parce que vous cherchez qu'est-ce qu'il doit faire, quelle opération il doit faire, et à partir de là, vous lui proposez une situation ou un travail. Et puis, 3e élément, apprendre, c'est avoir un projet, mettre en œuvre des invariances structurelles qui sont à peu près les mêmes pour tous les élèves, hein, classer, induire, déduire, assimiler, identifier, couper, isoler, etc. C'est des invariances structurelles qu'il faut que tous les élèves fassent
si on veut qu'ils atteignent un objectif donné. Mais ils ne le font pas tous de la même manière. Il y a ce qu'on appelle des variables sujets, c'est-à-dire des procédures personnelles, des méthodes que chaque sujet construit dans son histoire et qui font qu'il n'est pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Et là aussi, avec le numérique, vous avez un outil fabuleux. Parce qu'il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière, vous pouvez, grâce au numérique, proposer des chemins différents pour accéder aux mêmes opérations mentales. C'est-à-dire programmer des opérations mentales qui permettent d'apprendre et laisser les individus apprendre de manière différenciée. Alors, oui, qu'est-ce qu'apprendre? Eh bien, ça mobilise un projet. Apprendre, c'est recueillir des informations dans son environnement. Et là, évidemment, vous imaginez la richesse que le numérique peut apporter à cette disposition. Apprendre, c'est mettre en œuvre des opérations mentales, c'est opérer. Qu'est-ce qu'il opère dans sa tête? Apprendre, c'est développer une stratégie efficace. Quelles sont les bonnes méthodes, les bons moyens que je vais lui permettre d'avoir pour pouvoir apprendre compte tenu de son histoire et de ses besoins? Je vais très vite. Alors apprendre, ça c'est la manière dont on le conçoit. Maintenant, comment ça se passe du point de vue de l'élève? Du point de vue de l'élève, l'apprentissage est toujours d'abord une démarche d'exploration. Une démarche d'exploration, on explore à partir du projet dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi nécessairement une formalisation, appropriation. Les méthodes actives dont parlait Madame l'inspectrice générale tout à l'heure ne sont pas d'hier. Souvenez-vous qu'en 1883, la première rentrée après les lois laïques de Jules Ferry confie à Marion une chaire de sciences de l'éducation au singulier, on dirait plus ça aujourd'hui fort heureusement, et Marion fait venir tous les instituteurs de la ville de Paris à la Sorbonne pour leur faire une leçon qui s'intitule, c'est sa première leçon, il n'y a qu'une seule méthode, c'est la méthode active. Et c'est Jules Ferry qui commande là. Donc, quand Marion explique la méthode active, il dit bien l'élève ne doit pas simplement être actif dans la recherche, il doit aussi être actif dans la formalisation et l'appropriation, dans l'abstraction et la conceptualisation. Et ça, vous avez des outils formidables en informatique, en numérique pour le faire. On a parlé tout à l'heure des cartes heuristiques, on peut parler de toute une série d'autres méthodes qui existent, d'autres logiciels, d'autres outils qui permettent de prendre dans ce qu'on a découvert des éléments, de les formaliser, de les présenter, de les organiser pour se les approprier et pour être capable de les expliquer, parce qu'on n'aura pas seulement fait, on aura aussi compris. Moi, je dis toujours, et c'est la première leçon que je fais aux futurs enseignants avec lesquels je travaille, il y a deux questions à poser systématiquement après une séquence d'apprentissage. C'est un, qu'est-ce que tu as fait? Et deux, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Et je t'interdis de me répondre à la question 2 par la réponse à la question 1. Je t'oblige à aller chercher ce que tu as appris dans ce que tu as fait. Et ça, c'est évidemment une attitude tout à fait essentielle et importante. Appropriation et bien évidemment, et c'est tout à fait essentiel, la capacité de transférer. Et là, l'informatique, c'est fabuleux. Parce que qu'est-ce que c'est que le transfert? Le transfert, c'est la décontextualisation d'un modèle. On a un modèle qui permet de résoudre une famille de problèmes et on le décontextualise dans un autre contexte. Qu'est-ce que vous pouvez faire de formidable avec le numérique pour apprendre à décontextualiser un modèle théorique? Le décontextualiser, ce qui induit d'ailleurs une nouvelle démarche d'exploration. Et cela, dans une pédagogie, et c'est essentiel et très important, qui permet de lever les obstacles liés aux connotations implicites et d'accéder vraiment à la pensée réflexive. Les connotations implicites, c'est les moments où on joue la complicité culturelle avec quelques élèves et où les autres sont largués. Hein. Et ils sont plus nombreux dans une classe, ces moments-là, qu'on ne le croit. Alors voilà ce qu'apprendre mobilise. Et puis, troisième série de remarques, et je vais bientôt m'arrêter, ne vous inquiétez pas, apprendre pour s'émanciper, c'est un peu plus que tout ça. C'est un peu plus que tout ça. Apprendre pour s'émanciper exige d'intérioriser l'exigence de précision, de justesse et de vérité
qui constitue la spécificité de l'éducation scolaire. À l'école, on est précis, on est juste, on cherche la vérité. Pas l'efficacité, la vérité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour cela, eh bien, il faut rentrer dans ce qui fait le principe même de l'idée de laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité au principe? Si on en lit la définition chez Ferdinand Buisson, par exemple, le Dégesco de Jules Ferry, on pourrait dire, hein, et l'auteur du fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. La laïcité, il l'a définie comme la capacité de séparer le savoir et le croire, d'abord. Le croire, dit Ferdinand Buisson, sépare. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. On ne va pas abolir les croires, mais on va à l'école construire des savoirs, c'est-à-dire des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde et qui unissent au lieu de séparer. Ça, c'est le principe de l'instruction laïque. La laïcité, en son principe essentiel, c'est cela. C'est réunir les hommes par le savoir quand le croire les sépare. Quand la vie privée les sépare, on construit du public, on construit du commun. Et ce qui nous fait problème, vous le savez, c'est bien l'avenir du commun aujourd'hui. Alors, pour désintriquer le savoir et le croire, déjà Ferdinand Buisson propose des choses. D'abord, il propose la leçon de choses. La leçon de choses, c'est super important. Qu'est-ce que c'est qu'une leçon de choses? Il dit, Ferdinand Buisson, le maître amène un faisan empaillé ou une balance Roberval dans la classe. C'est pas pour amuser les élèves, dit Ferdinand Buisson. C'est pour que les élèves puissent vérifier par eux-mêmes sur ce qu'on leur apporte que ce que le maître leur a dit est vrai et que ça marche. La leçon de choses, c'est d'abord le fait que le maître s'efface dans son autorité au profit du savoir qu'il présente, et c'est l'autorité du savoir et non pas l'autorité du maître que l'élève découvre. Ça, c'est absolument fondamental. Et vous voyez aussi les perspectives que cela ouvre en matière d'utilisation du numérique. Alors, Buisson proposait la démarche expérimentale. Le dictionnaire de pédagogie de Buisson est quasiment contemporain de Claude Bernard. Il proposait aussi la démarche documentaire. On évoquait tout à l'heure les documentalistes. Eh bien, même si la profession n'est pas créée à l'époque de Buisson, Buisson qui est héritier du protestantisme, il a passé 7 ans d'exil au bord du lac de Genève, à Lausanne, il veut que les gens aient une démarche documentaire, y consulter les documents, les confrontent, et puis qu'ils dégagent progressivement la vérité, ce qu'ils ont en commun, et en quoi ces documents nous permettent d'accéder à une vérité. Et puis il y a l'approche conceptualisante, évidemment, le concept qui permet de réunir, d'abstraire, de théoriser. Un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'usage de la mondialisation par Internet, c'est évidemment la façon, mais je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez bien mieux que moi, dont une masse d'informations arrive. Et vous savez que ces informations, quand vous utilisez un moteur de recherche, ne sont pas évidemment classées par ordre de vérité, mais par ordre d'attractivité. Si l'attractivité, c'était la vérité, ça se saurait. Et là, vous voyez que notre travail, il est absolument essentiel. Passer de l'attractivité à la vérité, faire intérioriser par l'élève l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Alors ça demande des choses compliquées, ce que le philosophe Gabriel Madinier appelait l'inversion de la dispersion. L'inversion de la dispersion. Et Dieu sait que c'est un vrai travail. Ça demande des rituels, ça demande des espaces, repenser des espaces, repenser des rituels, repenser des césures qui permettent d'entrer dans l'apprentissage. Ça demande l'accès à la décentration et la confrontation, la capacité d'avoir ce que nous appelons dans notre jargon du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire non pas des idées qui s'affrontent, mais des idées qui se confrontent dans ma tête. Je prends en compte ce que dit l'autre et je travaille avec. Ça suppose le pouvoir de symbolisation, accéder à la symbolique. Et là aussi, vous voyez l'importance que le numérique peut avoir dans l'accès à la symbolisation. Ça suppose, bien sûr, on l'a déjà évoqué, la possibilité de catégoriser, de conceptualiser et de modéliser.
Ça suppose enfin de faire acquérir par chaque élève la possibilité et la volonté de justifier. Si j'avais à dire une seule chose à des élèves qui interviennent un peu à tort et à travers, c'est à l'école, on justifie ce qu'on dit. On le justifie, on l'explique. Et c'est ça qui fait la différence ici dans la classe, c'est que tu justifies ce que tu dis. Et cette exigence de justification, elle n'est pas innée, elle s'acquiert. Et vous pouvez contribuer, bien évidemment, par vos usages du numérique, à la faire, bien évidemment, acquérir. Je conclus. Vous voyez, je suis allé un peu vite. Je conclus par un excursus, non pas historique comme dans l'introduction, qui a été un peu trop longue, j'ai mal calculé mon coup, mais métaphysique. Le numérique n'est pas ennemi d'un peu de métaphysique. Je vous en propose un tout petit peu, pas trop, juste en conclusion, une lichette apéritive avant le repas. C'est déjà chez Platon et Aristote qu'on trouve cette définition de l'apprentissage. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Et il faut le faire sans savoir le faire pour réussir à le faire. Si on savait le faire, on n'aurait pas à apprendre à le faire, mais il faut néanmoins qu'on se mette à le faire pour pouvoir apprendre à le faire. C'est quand même un peu compliqué. Il y a quelques anciens comme moi qui pourraient penser à De Vos, mais presque personne ici n'est assez vieux pour l'avoir connu. Bon. Mais c'est compliqué, hein. Vous savez, c'est le fameux paradoxe de la cithare d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Comment on fait pour apprendre à jouer de la cithare, sinon en jouant de la cithare, mais si on sait jouer de la cithare, on n'a pas besoin d'apprendre, voilà. Alors vous me direz, c'est un peu tordu comme raisonnement. C'est pas complètement tordu. Prenons un exemple très simple, une classe primaire ou de collège ou de lycée où on veut former les élèves à la prise de parole. C'est important, hein, la prise de parole. Moyenne calculée sur 2000 classes de temps de parole par élève et par jour, 17 secondes en cours. Moyenne. C'est difficile de se former à la parole en 17 secondes. C'est une moyenne. Donc il faut donner aux élèves la possibilité de parler. Mais si je dis à ma classe, c'est bien gentil, mes petits gars, vous allez parler, prenez la parole. Qu'est-ce qui parle? Celui qui sait déjà parler. Celui qui ne sait pas parler, comme il ne sait pas parler, il ne parle pas. Et comme il ne parle pas, il n'apprend pas à parler. Et c'est pareil pour l'informatique. Tout apprentissage nécessite quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, qui est un saut dans l'inconnu. Tout apprentissage, disait Michel Serres dans Le Tiers instruit il y a déjà quelques années, c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, nous avons, nous autres, à l'accompagner en situation scolaire. Apprendre en situation scolaire, c'est prendre un risque, il faut prendre un risque, on ne peut pas apprendre sans prendre de risque, mais en situation scolaire, on ne se met pas en danger. C'est-à-dire que si je dis à celui qui ne sait pas parler de parler, je m'assure que s'il bafouille ou il bégaye, il n'y a pas un autre dans la classe qui va l'humilier. Je m'assure que s'il se trompe, je ne vais pas lui mettre une mauvaise note qui va lui coller à la peau toute sa vie. Parce qu'il a tenté quelque chose qu'il ne savait pas faire, je l'accompagne dans cette tentative. Et cette tentative, je la supporte et je la soutiens. Apprendre en situation scolaire suppose deux choses. Suppose de prendre un risque parce qu'on est porté par un désir et qu'on entrevoit le plaisir d'apprendre et la joie de comprendre, oui, parce que l'enseignant exprime ce désir. Comment un enfant peut-il vivre les apprentissages scolaires s'il ne perçoit pas quelque part que ces sources de plaisir comme cela a été dit par monsieur le recteur tout à l'heure? Or, pour beaucoup d'enfants, c'est Marcel Gauchet qui nous le rappelle, il y a eu une inversion dramatique. Marcel Gauchet explique que pendant de très nombreux siècles, les hommes ont souffert par le corps et se sont rachetés par l'esprit. Aujourd'hui, les humains prennent leur plaisir dans le corps, c'est là où ils trouvent leur jouissance,
et souffrent dès qu'on leur demande d'activer leur esprit. Ce que l'élève traduit par « je ne vois pas pourquoi je me prendrais la tête alors que c'est tellement plus agréable de prendre son pied ». Oui. Si on n'a pas entrevu le plaisir qu'il y a à comprendre à travers un adulte qui l'incarne, alors l'acte d'apprendre sera vécu comme une souffrance. Et l'effort qu'on demande perdra tout sens. Si en revanche on a entrevu ce plaisir d'apprendre et de comprendre, alors l'acte d'apprendre, ce sera au contraire l'accès à l'adultité, l'accès à la responsabilité, ce sera l'accès à la liberté. Mais pour apprendre, eh bien, il ne faut pas se mettre en danger et il faut pouvoir agir dans ce qu'on appelle un espace hors menace. Qu'est-ce que c'est qu'un espace hors menace? C'est un espace où on peut se tromper sans risque. Alors, je ne vais pas vous faire une allusion trop poussée, mais enfin quand même, quel plus bel outil pour apprendre à se tromper sans risque que le numérique? Quel plus bel outil? Alors bien sûr, c'est vrai des logiciels d'apprentissage, parce que contrairement aux adultes, ils ne s'énervent pas. Bon. Mais c'est vrai aussi d'un nombre important de logiciels sur lesquels j'ai eu la chance il y a déjà assez longtemps de travailler un peu, qui sont les logiciels de simulation. Le principe du logiciel de simulation, c'est l'apprentissage sans risque avec le repérage en temps réel des effets que l'on produit. Mais sans risque, sans le risque de ces effets. Avec ça, on ne réinvente que le principe de l'auto-école. Mais c'est déjà pas mal de réintroduire l'auto-école dans l'école. C'est-à-dire de réintroduire dans l'école des dispositifs qui permettent de se tromper sans être exclu. C'est pas mal ça, se tromper sans être exclu. Pouvoir faire miel de son erreur sans être exclu parce qu'on s'est trompé. Alors oui, le numérique peut faire école. Oui, le numérique peut faire école, mais il faut s'y mettre. Et puisque c'est la conclusion de ma conclusion et que j'ai fait un peu de métaphysique, je vais terminer encore par un peu de métaphysique. C'est cette phrase de Vladimir Yankelevitch qui nous dit « Pour commencer, on n'apprend pas à commencer parce qu'il faudrait commencer à apprendre à commencer, on n'en finirait plus. » quoi. Et il nous dit « Pour commencer, il faut simplement du courage. » Alors du courage, mesdames et messieurs, chers collègues, je sais que vous en avez. Je vous en souhaite plein parce que vous allez traverser des turbulences, que vous allez être attaqués, que vous allez être suspectés de tous les maux du monde, mais que si vous portez l'ambition que le numérique fasse école, fasse l'école, alors vous portez l'avenir. Merci de votre attention.